Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas avec les événements actuels et de la journée qu'on aurait autant de participants à cette réunion. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'être venus ici avec nous pour parler, débattre autour du thème de l'histoire des quartiers populaires. Tout d'abord, avant de parler de la thématique, je voudrais vous présenter les intervenants aujourd'hui présents pour nous offrir leur expérience propre, leur expérience singulière des quartiers populaires. Les conférences débats et l'intérêt principal des conférences débats, c'est d'informer, de s'informer, d'échanger les uns avec les autres et bien sûr de débattre. En définitive, pour confronter nos expériences personnelles et faire en sorte, comme vous l'aurez sûrement remarqué au niveau du titre de la conférence, qu'on parle de histoire avec un petit h et pas histoire avec un grand H. L'intérêt, c'est vraiment de confronter nos expériences. Il ne s'agit pas d'exposer son savoir, mais de participer et de travailler, de former, de lier nos expériences pour en faire de la connaissance. Connaissance qui veut dire naître avec connaissance. Voilà, donc je vais vous présenter les participants. Déjà, je commence par me présenter. Mehdi Basfao, animateur donc présentement de cette conférence, militant des quartiers populaires depuis des années, ancien responsable associatif, puis actuellement militant des quartiers populaires sur Aix et Marseille, de la France Insoumise. Voilà. Et au niveau professionnel, je vous préciserai parce que ça vous permettra de comprendre mieux certaines de mes terminologies, certains des mots que je vais utiliser. Psychologue clinicien de vocation. Voilà. Je vous présente donc nos intervenants. Adil Fajri, militant des quartiers populaires depuis des années, gérant de l'association Quartier Libre, écrit Quartier Libre, et aussi, bien sûr, militant du FUIQP, Front Uni de l'immigration des quartiers populaires. Je vous présente aussi Karima Berich. Karima Berich est une ancienne directrice d'un centre social dans les quartiers nord de Marseille et aussi bien sûr militante active depuis des années des quartiers populaires, surtout fondatrice, cofondatrice avec Mohamed Ben Saada du syndicat des quartiers populaires, très actif actuellement et avec qui nous travaillons car Karima, je tiens à le dire, est d'obédience communiste, sympathisante FI. Voilà. Et bien sûr, pour m'assister lors de cette conférence, je vous présente Katia Yacoubi, qui n'est peut-être plus à présenter, militante France Insoumise des quartiers populaires, plus spécifiquement du 15-16, et de son état conseillère en économie sociale et familiale. Voilà. Travailleur social. Travailleur social. Donc, elle connaît bien son sujet aussi. Voilà. Donc, pour aller assez rapidement et introduire quand même directement les intervenants, avant de le faire, je voulais quand même introduire le sujet et la thématique, qui peut sembler un peu large. Quand on entend parler de l'histoire des quartiers populaires, ça peut nous lancer à pas mal de réflexions sur la terminologie. Histoire, avec un petit h, je vous ai expliqué pourquoi. Politique, eh ben, ça renvoie à beaucoup de choses, mais politique, ici, c'est pas une question de pouvoir et de parti politique, hein, qu'on s'entende bien. Il s'agit bien de la politique dans le sens de ce qui structure, ce qui permet de modéliser, de réfléchir,
de travailler sur les quartiers, sur la cité. Voilà, hein, réfléchir la structure et les modalités qui permettent de gérer, de comprendre et de travailler avec la cité. Que ce soit en interne, c'est-à-dire faire en sorte que le groupe fonctionne en lui-même, et en externe, c'est-à-dire les relations que le groupe qui est représenté, la communauté représentée par cette politique spécifique, quelles sont ses interactions avec le monde extérieur. D'accord ? Pour ce qui est de la spécificité du terme quartier populaire, je vais en dire quelque chose sans trop développer, parce que, comme tout le monde le sait ici, c'est un terme qui a plus ou moins posé certains litiges au niveau syntaxique pour tous ceux qui travaillent sur cette thématique spécifique. Quartier, tout le monde s'entend à bien comprendre d'où ça vient. Quartier, ça vient de très loin. Quartier, ça vient exactement, je crois, du code d'Hammurabi. C'est un code qui a existé dans la Mésopotamie ancienne. C'est un code babylonien qui fait apparaître pour la première fois ce mot-là, quartier. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire, ça vient depuis longtemps et c'est une logique, une façon de réguler la cité, une nouvelle façon de la réfléchir. Je ne vais pas partir de ce point-là pour parler de l'histoire des quartiers populaires, sinon demain on y est encore. Mais par contre, je trouve important le fait de discuter quand même de ce terme populaire. Populaire qui peut être pris de différentes manières. Populaire, si vous regardez la définition du Larousse, tout simplement, c'est une définition qui est assez ambivalente. Populaire, ça veut autant dire qui est relatif au peuple, qui émane du peuple, qui a la faveur du peuple, que une connotation, on va dire, plus mitigée, plus séparée, plus clivée, parce qu'on parle de populaire versus savant, populaire versus bourgeois. Donc, quand, dans ce sens-là, on parle du populaire comme celui qui est vulgaire, celui qui est argotique, populaire comme celui qui est tabou. C'est le nombre qui devient ceci au niveau de la définition même du Larousse, et savant comme celui qui sait, celui qui est sachant, celui qui est riche d'une connaissance, l'exception, le faible nombre. Donc vous voyez bien comment déjà dans la terminologie, on commence à arriver sur une problématique très spécifique. J'arrêterai là pour la logique syntaxique, parce qu'on pourrait y passer toute une journée aussi. Je vais essayer de commencer à initier le débat, avant de donner la parole à Adil, pour qu'il commence à nous expliquer un petit peu son point de vue particulier. Sachez que la problématique des quartiers populaires, elle est ancienne, mais elle surgit plus spécifiquement à la sortie de l'après-guerre. À la sortie de l'après-guerre, il y a une réflexion politique qui se passe au niveau des banlieues dortoirs. On ne veut pas reproduire cette logique-là, reproduire cette logique de cette institution avec des habitations qui sont créées pour quelque temps par rapport à des industries, des usines, des entreprises, souvent voitures et d'autres logiques. On crée ces quartiers dortoirs, on a compris à ce moment-là, de manière politique, qu'on allait droit dans le mur avec ce genre de logique. On essaie de réfléchir à une nouvelle façon de mettre en place, de promouvoir la sociabilité des gens, la sociabilité et la citoyenneté, et on pense au développement des quartiers, comme presque un développement magique, magnifique, qui va nous permettre de réguler cette population, d'être dans une logique qui va permettre de stabiliser les conflits sociaux et de permettre à chacun d'interagir et vraiment de se souder d'un point de vue citoyen. Durant les années 70, et ça sera le point final de mon intervention là pour avant de donner la parole à Adil. Dans les années 70, en France, on commence à observer les premières opérations de développement social des quartiers.
Et ça se fonde justement sur la mobilisation des tissus associatifs en partenariat avec les habitants dans une logique de les mettre, de les inclure, de les faire participer à la vie du quartier. Dans cette logique-là, comme je vous disais. Et il faut bien comprendre que à ce moment-là, donc, on commence à penser le quartier populaire, non pas quelque chose de négatif, non pas quelque chose pour les pauvres, mais d'un nouveau moyen permettant pour les élus de résoudre les problématiques et les conflits sociaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pense à investir au niveau de ces quartiers populaires et faire en sorte de valoriser, voire survaloriser la communauté locale et de promouvoir les collectifs proches des usagers afin de réguler les conflits locaux. Voilà. Je donne maintenant la parole à Adil pour continuer le sujet à sa manière. Merci Adil d'être présent. Bon. Je vais me présenter. Avant de me présenter, d'abord remercier les organisateurs pour pouvoir donner la parole aux personnes qui militent dans ces quartiers. On est plusieurs à militer. On est une de ces voix-là. Donc voilà, un grand remerciement au comité dont Mehdi fait partie. Et pour moi personnellement, c'est une expérience que je renouvelle puisque on l'a fait il y a 2 mois au comité d'Aix, de la France Insoumise d'Aix. Donc voilà, je tiens aussi à souligner que moi je suis juste un militant de terrain, j'ai 45 ans aujourd'hui, je milite depuis très très jeune dans les quartiers populaires. Pour être sincère, je dois y militer, j'ai dû rigoler jusqu'à l'âge de 17-18 ans et ensuite, à partir de cet âge-là, commencer à faire les premiers pas dans ce qu'on peut appeler le militantisme, mais ce n'est pas du militantisme comme aujourd'hui, c'est de l'approche, de l'apprentissage à la citoyenneté, c'est de la solidarité, c'est cette approche qu'on appelle l'éducation populaire. Donc voilà, moi je pars, c'est-à-dire le discours que j'aurai aujourd'hui, il parle d'un militant de terrain, d'un enfant d'ouvrier issu de l'immigration de l'industrie de golfe de Fos, que mes parents sont arrivés dans les années 70, d'où l'introduction de Mehdi qui me paraît intéressant parce que moi je démarre juste après mon intervention. Vous dire aussi, donc j'ai dit que j'étais enfant de l'immigration, donc moi je suis né à Casablanca et je suis arrivé à l'âge de 3 ans, donc on appelle ça, j'ai 45 ans, donc j'ai 43 ans, donc je suis un militant qui milite essentiellement sur la zone du pourtour de l'étang de Berre, donc à Istres essentiellement, mais ça nous arrive de mener des luttes avec nos camarades d'Aix, de Marseille, et puis du coin, même au niveau national, ça nous arrive souvent d'avoir au niveau national. Donc je suis dans une association qui est née depuis 2015, qui s'appelle Quartier Libre, donc C-A-R-T-Y-E-S Libre, Quartier Libre. Il y a pour nous cette notion de liberté, mais cette notion aussi que beaucoup de militants des quartiers d'autocensure, c'est-à-dire d'autocensurer eux-mêmes avant que le système les censure. On a un système qui est très répressif, on va en parler, mais on a aussi une espèce inconsciemment de s'interdire des combats, de s'interdire de nos combats, c'est-à-dire le pourquoi on milite et les premiers combats qu'on doit mener qui sont proches de chez nous. Donc voilà pourquoi on a créé ça. C'était né juste après les attentats de janvier 2015 où, nous, on n'a pas attendu 2015 pour être militants, mais il y avait des militants du quartier où je suis qui avaient besoin de s'organiser. On a aidé à l'organisation de cette association. Et je suis aussi militant depuis 2013 du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Donc cette organisation est une organisation nationale sur laquelle existent plusieurs comités en France. À Marseille, il y a un comité à Marseille. Avant, j'appartenais au comité de Marseille. Aujourd'hui, on est sur un comité qui est d'Istres-Martigues, dont il y a des camarades aujourd'hui présents.
Et il y a plusieurs autres comités qui sont à Saint-Étienne, à Lille, à Paris, à Saint-Denis, à Montpellier, donc dans différentes communes. J'allais dire modestement, on est une des organisations sur lesquelles il y a plusieurs antennes avec une ligne politique. La ligne politique, on a un des membres fondateurs, deux membres fondateurs, qui sont Kamel Badawi, qui sont des anciens militants. D'ailleurs, c'est aussi de là où nous on s'inscrit. Je rappellerai après d'où on s'inscrit. J'ai dit d'où moi je partais, mais d'où part aussi notre organisation militante, et du militant et sociologue Saïd Bouamama, qui sont aussi deux socles pour nous, pas parce qu'ils sont sociologues, parce que aussi ils ont traversé le militantisme de terrain, parce que pour nous, on n'oppose pas intellectuel et militant de terrain, il faut les deux, forcément, et se méfier, j'allais dire, de la partie intellectuelle, d'avoir une analyse critique de la partie intellectuelle. Prendre ce qu'il y a à prendre et de la confronter avec le terrain et la valider par le terrain. Voilà. Et pour nous, je fais le lien et moi je suis venu parce que aussi ça nous permet de nous exprimer, mais de poser les choses telles qu'elles sont et d'avoir ensuite un débat. Nous, on a regretté la non-présence de Saïd Bouamama à l'université d'été. Je vais tout dire, hein. C'est-à-dire que moi, même en interne, je savais que Saïd devait intervenir, mais je ne savais pas pour quelle raison il a été refusé. Je l'ai su hier parce que j'ai eu Saïd au téléphone, et donc nous, on regrette, au nom de l'organisation du Front Uni des quartiers populaires, il n'y ait pas d'excuses de la part de la France Insoumise, et au minimum des personnes qui l'ont invité. Donc nous, on aimerait, on souhaiterait, moi, il n'y a que les absents qui ont tort, c'est pour ça que je tenais à venir aujourd'hui, et puis je tiens aussi à souligner qu'il y a des très bons camarades avec qui on milite sur le terrain, avec qui on mène des combats de terrain, pas que des combats intellectuels, et qu'on arrive à les gagner. Donc je suis bien clair là-dessus, c'est juste pour dire, voilà, pour que nos organisations à l'avenir puissent continuer à mener les luttes de terrain qu'on mène sur le terrain avec les camarades, parce que l'essentiel, il est sur les terrains, c'est-à-dire c'est les militants de terrain. Donc, qui est aussi une forme j'allais dire, de respect d'égal à égal. Voilà. Parce que aussi dans l'histoire militante qu'on va revenir, il y a aussi cette histoire d'égal à égal qui revient à chaque fois. Et donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ça finalement? Alors, peut-être qu'on abordera ça au débat. Oui. On abordera ça ensuite, s'il vous plaît. Voilà, on abordera ça au débat. Et moi, c'était juste une précision que je comptais souligner, puisque je suis militant aussi au Front Uni, et qu'on est là aussi pour se dire les choses. Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est le mois d'octobre. Je vais aussi, avant de démarrer, on a mis une affiche. Ah, elle vient de tomber. Elle est tombée au moment où tu as dit que ça allait. Voilà. Bon. Ben, alors, pour nous, le président d'honneur du Front Uni, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Je vais rapidement, vraiment être très rapide là-dessus. Georges Ibrahim Abdallah est un militant de la cause palestinienne qui est emprisonné depuis 1984, qui est libérable depuis 20 ans. Il est le plus vieux prisonnier politique en France et en Europe. Et il devait être libéré à 2 reprises. Et la France n'est pas souveraine sur ce dossier. Et on a refusé sa libération à 2 reprises par notamment Hillary Clinton et autres. Pour nous, il est inconcevable, au même titre que le Parti communiste soutient Salah Hamouri, il est inconsidérable que pour nous, les militants qui se disent progressistes, au-delà de ce qui peut être accusé, on peut rentrer dans le sujet, et qu'il est, pour mon avis, innocent pour beaucoup de choses, mais il est libérable depuis 20 ans, ça se passe en France, c'est un déni d'État, et aujourd'hui, personne n'en parle, ni même les militants, progressistes. On est chaque année 500 personnes au rassemblement à l'Almezan. Je sais qu'il y a des militants d'organisations, notamment d'organisations autonomes,
qui connaissent le dossier et qui vont soutenir Georges Ibrahim Abdallah. Mais pour nous aussi, il est important que si on tisse des relations avec les militants de la France Insoumise, de connaître déjà pour nous ce dossier-là. D'ailleurs, nous faisons une intervention demain au Rallumeur d'étoiles à Martigues à 13h30, spécifiquement sur Georges Ibrahim Abdallah. Et le 20, il y a un déplacement à l'Almezan pour aller soutenir ce prisonnier politique sur lequel il a une histoire simplement incroyable, pour ne pas rentrer dans le sujet. Et voilà. Donc, pour rentrer dans le sujet, l'histoire politique des quartiers populaires, nous, moi la dernière fois j'ai fait une intervention où je partais par chronologie de plusieurs dates. Je suis content que Mehdi ait démarré dans les années 70. Nous, on s'inspire des militants du mouvement des travailleurs arabes qui ont été là, ou de tous les militants anticolonialistes qui ont été là, qui sont issus de l'immigration ou pas, qui ont mené des luttes, notamment en France, notamment à Marseille, notamment à Paris, dans les grandes entreprises, dans les grandes usines. Et on s'est inspiré de cette expérience-là. On se dit les héritiers, c'est peut-être fort le terme, peut-être prétentieux, excusez-moi, mais en tout cas on s'inspire de ces luttes-là qui ont été faites et qu'on a reçues par héritage. Derrière ce mouvement-là, on a eu les premiers marcheurs. Donc on s'est beaucoup inspiré, dont Saïd fait partie, et puis des personnes de la salle font partie, donc je suis content aussi de les voir, qui ont eu une expérience là-dedans, une expérience, j'allais dire citoyenne pour la plupart de marcheurs dans les années 83, qui ont su qu'il fallait mener un combat, parce qu'il y avait des crimes racistes tous les 6 mois, on s'aperçoit que ça n'a pas changé, et sur lesquels il fallait une expression. Et c'est vrai qu'on a tous démarré comme ça, par une expression citoyenne, la plus citoyenne possible. Et il y a eu, donc, on connaît tous, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un dans la salle ne connaît pas l'histoire des marcheurs 83 ? Parce que des fois, j'ai l'impression de me répéter. Donc, vraiment, être rapide, l'histoire des marcheurs, c'est une association avec des jeunes qui militaient sur Lyon et qui ont décidé, parce qu'ils vivaient les crimes racistes, parce qu'ils vivaient les violences policières, de faire une marche qui démarre en 83 à Marseille, à la Caillole, pour monter jusqu'à Paris. Rapidement, ça a été l'un des plus grands mouvements jusqu'à aujourd'hui français, puisqu'ils sont arrivés à près de 100 000 personnes à Paris. Et il y a eu toute une instrumentalisation, j'essaye vraiment d'être rapide, on pourra rentrer en détail dans le débat, et qu'il y a eu toute une instrumentalisation du Parti Socialiste via Mitterrand, via SOS Racisme, via Julien Drey, via BHL, via Harlem Désir, tous les personnes des fois qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le terrain. Et je peux vous dire que par une anecdote, qui sont encore sur leur même méthode, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore dans leur même méthode des années 83. Donc, on a voulu dévitaliser la revendication de ces militants-là, qui sont pour moi honorables, et à travers un outil qui s'appelle SOS Racisme, qui sont venus monter dans différents comités en France pour venir prendre la parole des quartiers populaires. Et puis, répondre à des revendications qui sont la carte des 10 ans, qui, il faut le savoir, c'est une victoire, certes, mais qui n'était pas aussi une revendication des militants des quartiers populaires. La principale revendication c'était l'égalité de droit. Et aujourd'hui, moi et puis beaucoup de militants, on est encore sur cette revendication, l'égalité de droit. Donc, j'ai rapidement... et ensuite, on a eu des militants dans les années 84, plutôt, Convergence 83, qui eux étaient plus politisés pour un peu contrer le mouvement des SOS Racisme. Donc c'est tout cet héritage-là. Je vous avouerai que l'organisation des militants, elles n'ont pas subi que les réseaux partis socialistes. Il y a aussi des problématiques, et aujourd'hui perdurent aussi des problématiques internes aux militants des quartiers populaires. Je pense que c'est bien de le souligner pour ne pas jouer les victimes, que c'est toujours à cause des autres qu'on n'arrive pas à s'organiser. Il y a aussi des problèmes, des gros problèmes internes qui ne nous regardent que à nous.
sur lesquels le nous, c'est les quartiers populaires, les gens issus de l'immigration, sur lesquels il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut pas négliger, qui sont la précarité dans les quartiers populaires, qui sont la pauvreté dans les quartiers populaires, et qui sont aussi le libéralisme qui déglingue les valeurs traditionnelles, j'allais dire culturelles, malheureusement parfois religieuses. On rentrera aussi dans ce débat-là après, j'en parlerai. Mais le libéralisme, il est là pour ça, pour tout déglinguer, et je pense que sur ce sujet-là, on est assez d'accord. Donc moi j'arrive 83, j'ai mis 89, mais la vérité, on n'a pas vu nous arriver 89. Mais je pense qu'il faut le souligner, qui est le mur de Berlin symboliquement, mais qui est aussi que les quartiers populaires appartiennent à la classe ouvrière. Et que le modèle social était un modèle qui permettait de s'émanciper. Donc, sur ça, on a un lien sur lequel l'immigration des quartiers populaires occupe 30% de la classe ouvrière française. Et que sans elle, si on n'arrive pas à comprendre ça, sans elle, il n'y aura pas basculement, il n'y aura pas changement de société. Ça, c'est où on veut le comprendre d'un point de vue mathématique, ce n'est pas politique, où on n'y arrivera pas. Donc nous, on en est conscient de ça, que sans les partenaires de la classe ouvrière, on n'y arrivera pas. Mais à ces 30%-là, nous, il y a un préalable. C'est-à-dire que l'expérience nous a amené à comprendre que on a essayé, nous, les partis de gauche. On a essayé l'extrême gauche, on a essayé le Parti socialiste, on a essayé le PC, on a tout essayé. Au Front Uni, je parle, au Front Uni, on a tout essayé. Et on n'est pas arrivé. Et on essaye l'autre parti, qui pour nous est oppression spécifique, parce qu'on estime que le laboratoire du libéralisme est fait dans ces quartiers-là, et qu'il y a une oppression spécifique qui est faite dans ces quartiers-là, et nous, à oppression spécifique, on pose organisation spécifique. C'est-à-dire qu'il faut que d'abord qu'on s'organise, excusez-moi le terme, entre nous, mais quand je dis entre nous, entendez-nous bien, c'est les gens qui sont dans les quartiers populaires, peu importe d'où qu'ils viennent. C'est bien là qu'on parle. Et les gens issus de l'immigration avec leurs problématiques, de là qu'ils viennent. Et nous, on estime dans notre organisation que si on n'arrive pas un jour à unir ces personnes-là dans une organisation, on n'arrivera pas à parler d'égal à égal avec une autre organisation de gauche. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Pas parce qu'on ne nous aime pas. Pas parce qu'on n'est pas solidaire de nos revendications. Je l'ai dit tout à l'heure, on a mené des luttes nobles avec des camarades actuellement. On s'entend bien sur le terrain. Mais quand une organisation parle à une autre organisation, on voit ce qui s'est passé à l'université d'été, il y a des gens qui nous dépassent. Donc avec ces personnes-là qui nous dépassent, il faut parler d'égal à égal. Et ce qui nous fait parler d'égal à égal, c'est le rapport de force. Et donc nous, on a besoin de se construire pour parler d'égal à égal. Et que nous, on estime que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas que les autres sont des méchants. C'est parce que toute organisation, même à l'intérieur de la gauche, ont besoin de parler en rapport de force, à l'intérieur des sphères institutionnelles de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont besoin de parler de rapport de force. Donc nous, on l'a compris et on estime que tant que les militants sur ces sujets-là ne se construiront pas de façon spécifique, alors je vous avouerai, mais vraiment je vous avouerai que c'est très difficile. Mais alors, très difficile, j'espère qu'on le verra pourquoi. Et Mehdi, j'aimerais juste que tu me donnes le temps pour pas que je déborde, parce que je ne m'arrêterai pas. Donc, rapidement, les années 90, j'ai balayé ça comme les années où le libéralisme se mettait en place. Quand je parle de libéralisme, c'est tout ce qui vient nous déglinguer, qui vient déglinguer les populations. Et on arrive à 98, j'ai noté 98, là où on nous a vendu, pour la petite génération que je suis, ou même pour les plus grands que moi, le mondial 98. Pour moi, ça a opéré, mais ça a opéré sur beaucoup de monde. Zizou président, ça veut dire que ça y est, l'égalité était là. Était là politiquement pour les plus politisés, ils ont très bien compris que c'était une fumisterie, mais les messages passent quand même. Et pour nous, on avait un brin d'espoir. Le brin d'espoir, il vient de tomber 3 ans après, c'est les attentats de 2001 du World Trade Center, septembre. Je pense que là, il y a un marquage sur lequel il y a un basculement, bon, à la fois
à la fois, j'allais dire planétaires, mais sur lesquels il y a des conséquences à la fois dans le monde arabe, parce que pour nous aussi le monde arabe est important, et à la fois nous dans nos quartiers populaires. Donc 2001, il y a un clivage qui se fait et il y a toute une instrumentalisation pour nous de la religion et de l'islamophobie, sur laquelle c'est une question, on sait, très compliquée. Très compliquée. Mais en tout cas, nous, il y a un marquage là qui se fait où on est tous émus par ces images-là et toute l'opération qui va venir être instrumentalisée et qui aura des conséquences dans les quartiers populaires. Derrière 2001, eh ben, c'est 2005. Toute cette vague, on va commencer à voir l'instrumentalisation de la religion. Moi, je vais être clair, dans les quartiers populaires, non pas que je veux parler de l'islam, mais que la majorité des gens qui sont dans les quartiers populaires sont issus de l'immigration, sont issus de l'immigration postcoloniale, et parmi les gens issus de l'immigration postcoloniale, une grande partie sont musulmans. On est bien d'accord sur ce constat, en tout cas nous on le fait, et c'est pas pour rien qu'arrive 2001, il y a une instrumentalisation de l'islam à l'échelle mondiale et à l'échelle de nos quartiers. Donc nous on a repéré, nous faites cadeau à personne, on a repéré, il y a l'islam colonial qui dure depuis 1800. C'est l'islam qui peut être représenté aujourd'hui par les consulats, par le CFCM, par Boubaker, par Anwar Wish, par Mohamed Moussaoui, voilà, où on oppose les pays d'origine, ou le colonialisme, les vieilles méthodes, où on oppose les pays d'origine à travers, via des consulats des pays d'origine, pour diviser les croyants dans leurs mosquées et pour les instrumentaliser à des fins politiques. Donc du Charlie, eh ben oui, mais quand il y a des actes d'islamophobes, ben là on ne les entend plus, les militants. Non pas que je ne sois pas solidaire avec les victimes de Charlie. Nous, on est solidaires avec les victimes du Charlie. Avec toutes les familles qui tombent, on est solidaires. C'est l'instrumentalisation qu'on n'est pas solidaire. Voilà, qu'on soit juste, parce que j'en parle à 2 reprises et je tenais aussi à le souligner. Et donc cette instrumentalisation, il y a une instrumentalisation, on va dire bini oui oui, où les gens sont contents, vont consommer leurs prières et parfois sont divisés entre communautés. Et là, nous, on n'est pas d'accord. Et moi, j'en parle d'un point de vue où je vous le dis, parce que je pense, pour moi, c'est important de le préciser, je suis aussi croyant. J'ai un besoin de le poser parce que j'en parle. Mais je suis offusqué par l'instrumentalisation de l'islam. Parce que ça ne nous forme pas des militants qui sont actifs. On est là dans la production de militants qui sont passifs, qui consomment. On a aussi, il ne faut pas les négliger, un arrivage qui a été accompagné par l'État du wahhabisme saoudien et du qatari. Et qui a été accompagné dès les premières années, dans les années 80. Je pense à la mosquée de Mantes-la-Jolie, mais je pense aussi à d'autres mosquées au niveau de l'Europe, et sur lesquelles on met la médaille d'honneur aux Saoudiens il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 ans. Donc là, il y a un accompagnement du wahhabisme, et on sait les dégâts qu'ils ont fait, notamment les dégâts liés au terrorisme qu'ils ont pu produire. Il y a plusieurs lectures du wahhabisme. Il y a une lecture qui a amené, une infime partie qui a amené à la fois la plus grande des lectures à être passif, parce que c'est de ça qu'on forme. Une des grandes lectures, c'est de cliver avec la société française à travers le comportement. Et une des lectures les plus condamnables, c'est les actes de terrorisme. Oui, comme Sama qui était Sama Ben Laden. Donc, voilà, j'arrive sur ce plan-là, parce que je veux oublier personne. On a aussi une autre instrumentalisation qui émane des frères musulmans, et qui pour moi aussi ont eu des dégâts dans les quartiers populaires. Les frères musulmans, c'est aussi l'UOIF qui instrumentalise, dont leur responsable est le Qatar, la base arrière est le Qatar, et sur lesquels, en fait, moi j'en parle aujourd'hui parce que je m'aperçois que depuis des années ça a fait des dégâts et on n'a pas construit des militants actifs pour la citoyenneté, pour aller se battre pour l'hôpital, pour aller se battre pour l'école, pour aller se battre pour son association. C'est de ça que je parle. C'est de ça, c'est des actifs pour ça, pour le quotidien que concernent les gens, pour les problèmes à la CAF, pour tous ces problèmes-là du quotidien. C'est parce qu'on est venu les déglinguer pour pas qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Alors bien sûr, il y a des militants qui sont éveillés, bien sûr qu'ils sont pas tout le monde est touché par ça, mais ils ont occupé le terrain.
J'ai perdu un fil conducteur, c'était... Voilà. Et, en référence aux frères musulmans, il y a des penseurs, et même au wahhabisme, il y a des gros penseurs spirituels qui s'appellent El-Qardawi pour les frères musulmans et qui s'appellent Soudais pour le wahhabisme, qui ont fait des déclarations il n'y a pas très longtemps pour le wahhabisme, qui a déclaré que Trump et l'Arabie Saoudite, on était des élus de Dieu et qu'on allait amener la paix. C'est un scandale d'entendre ça. De la part d'El-Qardawi, on a entendu dire j'appelle l'OTAN à aller déglinguer la Syrie. C'est un scandale de la part d'un spirituel d'entendre ça. Donc on voit bien qu'en gros, toutes ces manœuvres-là sont faites pour enlever la citoyenneté active de ces personnes-là. J'en arrête avec l'instrumentalisation religieuse. Pour parler de 2005, je vais peut-être finir sur 2005 qui est très important. 400 quartiers se sont mobilisés, se sont révoltés, et c'est là où on a raté, nous, le coche. Nous, les militants de gauche, nous, les militants des quartiers populaires, tous les progressistes, on a raté le coche. 400 quartiers qui expriment quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été auprès d'eux et parce qu'ils vivent toujours ces oppressions depuis 83. Pourquoi? Ça s'est déclenché Zied et Bouna, violence policière. La marche, c'était aussi Toumi Djadja, c'était aussi une violence policière. Et donc, 400 révoltes, l'État qui remet le couvre-feu comme à l'époque coloniale et sur lesquelles aucune réponse de la part de la gauche progressiste, de la part des militants des quartiers populaires. Et qui est venu s'engouffrer là-dedans? L'extrême droite. Qui est venu s'engouffrer là-dedans? L'extrême droite, eux, elle a travaillé. Moi, je suis désolé de le dire, mais l'extrême droite a bien travaillé. Je n'aime pas l'extrême droite, c'est mes ennemis politiques, mais ils ont bien travaillé à travers un artiste qui s'appelle Dieudonné et un intellectuel qui s'appelle Soral. Eux, ils ont bossé dans ces quartiers, ils ont bossé via des vidéos et ils ont instrumentalisé toute notre jeunesse. Les réseaux, on va dire religieux, ont commencé aussi à envoyer des informations directement. Ah, c'est sûr qu'eux, ils ont les moyens. La seule différence avec une organisation comme la nôtre, nous, on a zéro moyen. Nous, on se revendique autonome. Eux, ils ont les moyens. Et pour ça, ils ont opéré pour, justement, avoir des répercussions électorales pour Marine Le Pen en 2017. Ça n'a pas marché, mais en 2017. Et est venu s'opérer. Moi, je vais revenir sur un truc qui nous rassemble aussi, mais qui est aussi très révélateur. On a tous suivi l'assassinat, le meurtre de Mireille Knoll. Tout le monde a ça en tête. Où la France Insoumise a été dégagée de cette marche-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très révélateur ici. Moi, en tout cas, je le souligne sur beaucoup de points avec la France Insoumise. On a encore énormément de progrès. Sur l'affaire Adama, le comportement de Ruffin, sur beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à progresser. Sur des questions, sur la question des Chibeni, notamment la question des Chibeni liée à la SNCF, on attend, nous, la solidarité de beaucoup de militants. Mais sur ce qui nous rassemble, moi en tout cas de ce que j'ai vu, sur la question palestinienne, moi je suis fier du comportement de la France Insoumise. C'est ce que je voulais souligner, sur ce qui s'est passé, l'affaire Mireille Knoll. On a dégagé la France Insoumise pour protéger à travers la Ligue de défense juive, protéger Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que c'est des militants de la Ligue des défenses juives qui protègent Marine Le Pen et qui fait la jonction? Philippe Péninck. Philippe Péninck est membre fondateur de Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Là, on voit bien, moi j'en finirai là parce que c'est à la mode aujourd'hui, et qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, un chanteur, qui a été, paix à son âme, hein, mais qui a été aussi signataire des 300 qui veulent nous refourguer, et moi là je suis en colère, que le nouvel antisémitisme est dans les quartiers et chez les musulmans. Et là c'est inacceptable. Et c'est là où on voit que la bande à Soral, les Finkielkraut, l'État, Marine Le Pen, la LDJ sont d'accord sur un truc,
C'est-à-dire que le nouvel antisémitisme, aujourd'hui, on va le coller, alors que désolé, mais l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme européen, c'est lui qui a fait des dégâts, c'est lui qui a massacré de nombreux juifs, tziganes, homosexuels, et en aucun cas l'immigration, et notamment l'immigration issue de la communauté musulmane, il y a un accord parfait, parce que Soral, ce qui vend à la télé, ce qui vend sur Internet, c'est les juifs ci, les juifs là, et Finkielkraut, c'est le nouvel antisémitisme des quartiers, et toutes leurs bandes sont d'accord sur un truc sur ça. Nous, sur ça, on ne se laissera pas faire, et c'est pour ça qu'on existe. C'est parce que aussi, on a très bien compris qu'en étant autonome, en étant lucide sur les problèmes qui nous arrivent, on pourra éveiller les militants, les jeunes militants qui arrivent derrière. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé, mais on en parlera peut-être dans le débat. Mais c'est vrai que c'est une question qui est liée à la question palestinienne, parce que la question palestinienne, pour nous, peu importe de quelle confession on est, peu importe c'est la question de la justice. Pour nous, c'est un fil conducteur sur la question de la justice. Et selon comment une organisation se positionne sur la question palestinienne, ça nous donne aussi son sens qu'elle a de la justice. Merci. Merci beaucoup. Donc moi c'est Karima Berich, comme a présenté Mehdi. Mon propos sera complémentaire de mon camarade Adil. Moi je serai plutôt sur des expériences de terrain, à la fois bien sûr des luttes citoyennes mais politiques, parce que pour moi en tout cas, tout est politique du moment qu'on lutte. Voilà, donc je vais dire d'abord d'où je pars, parce que c'est important, hein, d'où on part. Moi, je suis issue d'une double culture, comme l'a dit aussi Adil, à la fois issue d'un passé colonial, parce que de parents, parents qui ont été à un moment donné indigènes, français musulmans et après immigrés d'Algérie, et puis de la classe ouvrière, puisque mon père a immigré, est venu en tant que français musulman et après a fait un choix de rester, d'être algérien, à la libération de ce pays, de l'Algérie. Et a été ouvrier toute sa vie, manœuvre en l'occurrence, donc au plus bas de l'échelle de la nomenclature du travail. Voilà, donc ça c'est la première chose, et ça c'est quelque chose qui me construit, qui m'a construit toute ma vie, parce que papa était à la fois, quand il est arrivé en France en 1947, ouvrier, et pendant la période de la guerre de libération, il a été membre du FLN algérien, ce que les Algériens appelaient la 5e wilaya, donc de l'immigration, combattant, emprisonné au camp de Larzac, hein, ça rappelle des souvenirs, tout ça, le camp de Larzac, et puis voilà, et puis en tant qu'ouvrier, militant avec ses camarades communistes pour améliorer leurs conditions de travail et salariales. Voilà. Ça, c'est la première chose. Une date historique, moi je suis née en 1961, au Pen Mirabeau, juste à côté. Il y a une date, moi, qui m'a marquée, c'est 1973, donc j'avais 12 ans. Elle m'a marquée parce que 1973, au niveau international, et pour l'histoire de mon père et de beaucoup de militants de l'époque, 1973, c'est la guerre du Kippour, c'est la pseudo-revanche du camp arabe sur Israël, mais surtout sur une revanche de ce qu'eux, ils ont vécu comme une défaite, qui est celle de 1967. Il faut qu'on comprenne ça, parce que la question palestinienne, c'est une question qui a traversé notre vie et nos engagements respectifs. C'est un fil conducteur, la question palestinienne. Et puis 1973, c'est les ratonnades à Marseille. Et j'ai un souvenir très très fort. Mon père interdit à son fils, mon frère, donc l'aîné, qui démarrait son boulot et qui était jeune père de famille, lui interdit d'aller travailler. Je me souviens des phrases qu'il lui a dites. S'il y en a un qui doit passer, je préfère que ce soit moi plutôt que toi. Donc ça montrait quand même qu'il y avait quand même une tension très très forte et que ces crimes ont marqué durablement à la fois mon père, mais aussi ce qu'il m'a transmis. Voilà, donc c'est important de parler de cette double culture, à la fois coloniale et ouvrière, qui a structuré jusqu'à aujourd'hui mes formes d'engagement auprès des habitants des quartiers populaires. Et effectivement, comme le dit Adil, les habitants des quartiers populaires, pour moi, ce sont les ouvriers.
Alors on les appelle ouvriers salariés, ouvriers précaires, ouvriers pauvres, etc. Mais pour moi, tout ça, c'est un vrai attachement à la classe ouvrière, à l'histoire ouvrière, aux luttes qu'a mené la classe ouvrière pour défendre sa dignité. Et puis, évidemment, coloniale, parce que quand on est issu de cette histoire, et elle continue, il a très bien expliqué tout ce qu'a dit Adil, j'y adhère, parce que la question coloniale et la gestion postcoloniale des immigrés, des descendants d'immigrés, continue dans ce pays. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Moi, j'ai démarré, et puis aussi pour la petite histoire, parce que, effectivement, je tiens à dire que je suis une communiste insoumise, et que quand j'étais étudiante à l'université d'Aix-en-Provence, j'étais algérienne, parce que quand vous êtes née en 61, après l'indépendance, vous avez un titre de séjour. Et à l'époque, je voulais assouvir le rêve de mon père, qui était de devenir cadre dans l'Algérie socialiste et progressiste. Alors cadre, je le suis devenue très tardivement, mais ce n'est pas une fin en soi entre nous. Et puis l'Algérie socialiste et progressiste, on l'attend toujours, on est d'accord. Et j'ai été formée au sein de l'UNJA, qui était l'Union nationale de la jeunesse algérienne, parce que j'étais regroupée au sein de cette entité quand j'étais étudiante, mais qui était surtout noyautée par le PAX, le Parti d'avant-garde socialiste algérien, qui était le Parti communiste algérien clandestin. Donc je tiens aussi à souligner que c'est pas parce que je suis à la France insoumise que je jette par-dessus bord toute cette histoire, à la fois, bien sûr, que m'a transmis le PAX et le Parti communiste, etc. Hier, je regardais une petite vidéo sur Ambroise Croissat, qui est un communiste résistant et qui a été un des fondateurs de la sécurité sociale. Voilà. Donc, entre camarades, on n'a pas à s'entre-déchirer. Nous avons chacun des héritages très très forts et qu'il va falloir converger et mettre en commun. Alors moi j'ai eu la chance d'atterrir dans un quartier qu'on appelle le Grand Saint-Barthélemy, mais qui se trouve entre trois quartiers noyaux villageois, comme on dit cela à Marseille, qui est à la fois le quartier de Saint-Barthélemy, du Merlan et de Sainte-Marthe. Et autour, dans les années 60-70, on a fait pousser des tours et des bars. Et alors, on peut dire la cité Fombert, Busserine, les Flamands, etc. Mais on s'est mis d'accord avec un certain nombre d'acteurs associatifs, institutionnels et d'habitants d'appeler ce territoire le Grand Saint-Barthélemy et non la dénomination urbanistique était le centre de la ZUP numéro 1. Vous comprenez que cette terminologie n'est pas très avenante. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à travailler dans les années 90, d'abord à l'intérieur d'une association qui s'intéressait au public ex-toxicomane, ensuite à une association de femmes d'origine maghrébine, et ainsi de suite, jusqu'à devenir directrice du centre social Agora, la Busserine, pendant 11 ans. Ce qui m'a intéressée dans ce quartier, pour moi en tout cas, ça a été un véritable bain de jouvence, c'est qu'à un moment donné, on m'a confié d'écrire l'histoire de ce quartier. Ça a pris la forme de ce petit bouquin, et ce livre a été construit dans une démarche collective de co-construction, à la fois des souvenirs d'habitants, mais de mobiliser aussi tout ce qui existait en termes d'études sur ce quartier, les données de la gamme, etc. Et donc, c'est rendre compte de l'histoire d'un quartier, donc le Grand Saint-Barthélemy, sur 40 ans d'histoire, du bidonville de Saint-Barthélemy jusqu'aux HLM, en passant par une histoire, mais on n'a pas le temps ici malheureusement, qui est l'histoire des cités d'urgence et des cités de transit, qui est une honte en termes de traitement des populations ex-coloniales de la part des bailleurs sociaux. Et ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, il y a des luttes exemplaires dans ce quartier, et moi, je m'en suis imprégnée fortement, et c'est ce qui a fait que mon engagement a continué. Il prend sa source dans ce quartier. Donc, très rapidement, des années 60 à nos jours, c'est un quartier qui lutte tout le temps dans des contextes différents. Évidemment, on n'est plus dans les 30 glorieuses, on n'est plus à l'époque quand ces cités ont été construites et qui ont accueilli majoritairement des ménages ouvriers, salariés, on est dans d'autres configurations, mais le point commun, c'est qu'à travers les différentes générations, il y a une transmission de relais des luttes. La première, elle est fondamentale et on ne peut pas comprendre les quartiers populaires si on ne s'intéresse pas à la question de l'éducation.
Et que pour le monde ouvrier, l'école, c'est le facteur de la promotion sociale de leurs enfants. Et ça, c'est un attachement aussi bien des ouvriers franco-européens que des gens issus de l'immigration ou des descendants d'immigrés. La question de l'accès à la scolarité, ça a été le point de départ des luttes de ce quartier dans les fins des années 60, parce qu'on a construit des écoles aux normes nationales, alors qu'il fallait les doubler au regard de la démographie de la population du Grand Saint-Barthélemy. Et les gens ont vécu une situation ubuesque, ce qu'on avait des enfants qui allaient le matin à l'école et d'autres l'après-midi. Eh bien, vous pouvez voir ça de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Et là c'est parti de... Et puis, très rapidement, ça a débordé sur des tas de revendications. Et à l'époque, c'était aussi sur les équipements socio-culturels et sportifs. Comme il a dit tout à l'heure, Mehdi, quand il a parlé de cité dortoir, on a créé du logement social en nombre, parce qu'il fallait reloger à la fois les mal logés marseillais, évidemment, mais aussi les rapatriés d'Afrique du Nord. Et secondairement, et vous verrez, ça s'est fait en plusieurs étapes, les habitants du bidonville, ou des bidonvilles qui étaient fort nombreux à Marseille à l'époque. Et puis les transports en commun, parce qu'il n'y avait pas de transport en commun, et les gens se battent, et c'est ça qui est intéressant. C'est comment les gens luttent pour effectivement dire c'est pas normal qu'on n'a pas accès aux mêmes droits que nos concitoyens marseillais. Et ils vont, au fur et à mesure de leur lutte, acquérir des droits fondamentaux. Donc le droit à être scolarisé une journée pleine, le droit à avoir des équipements sociaux, culturels et sportifs pour pouvoir faire des activités, et le droit à avoir des transports en commun pour pouvoir circuler dans cette ville et à la fois pour aller travailler. Ça, voilà. Donc moi, vraiment, c'est mon territoire de prédilection et j'y continue à militer à titre bénévole ou sous d'autres formes de casquettes. Très rapidement, donc en 2009, j'intègre une association qui s'appelle Quartier Nord, Quartier Fort, dont fait partie notre camarade Mohamed Ben Saada et d'autres qui sont ici dans la salle. Et on se rencontre, alors j'étais directrice du centre social Agora, et vous vous rappelez de Plan Durci, c'était en décembre 2008, Israël attaque la bande de Gaza, les Gazaouis. Et à ce moment-là, moi j'avais initié à l'époque, juste avant les événements de 2008, janvier 2009, une série de rencontres avec l'Union juive française pour la paix, effectivement pour dire c'était insoutenable d'entendre que dans les quartiers populaires, les jeunes des quartiers populaires issus de l'immigration post-coloniale étaient des antisémites enragés. Et on fait tout ce travail avec l'Union juive française pour la paix. Et j'ai un souvenir alors incroyable. La première rencontre avec donc, les camarades de l'UJFP et les habitants du quartier, on était à peu près une trentaine. Et la première chose que disaient les habitants, ils étaient 2 ou 3 à prendre la parole, et ils disent la même chose. Ils disent, on est heureux de voir des juifs parce que ça fait longtemps qu'on n'en voit plus dans nos quartiers. Et ça nous manque. Alors l'antisémitisme, il va falloir le trouver. Alors on ne dit pas que Soral, Dieudonné ne font pas des ravages dans nos quartiers, mais ça ne touche pas l'ensemble des habitants des quartiers populaires. Et les gens gardent un souvenir où dans ces quartiers, effectivement, les gens venaient de partout, de Marseille, mais aussi les pieds noirs. Parmi la population pieds noirs d'Afrique du Nord, il y avait aussi nos concitoyens juifs, et qu'il y a eu aussi cette présence, et qu'ils sont partis pour d'autres formes de résidence, notamment l'accession à la propriété ou à la copropriété. Voilà. Donc ils ont dit, nous sommes heureux de rencontrer des juifs parce que ça fait longtemps qu'on n'en voit plus ou pas du tout dans nos quartiers. Et ça, c'était intéressant. Puis arrive cet événement dramatique, et pas le seul qu'ont connu les Palestiniens, Gaza qui était encerclé par l'armée israélienne avec les attaques incessantes. Et là, on en reparlera peut-être, une situation là aussi incroyable. Je reçois un coup de fil à l'époque, l'élu, la députée, c'était Madame Sylvie Andrieux. Et je ne sais pas, il y a eu confusion d'informations qui ont circulé dans les réseaux. Disons, on avait prévu au mois de janvier une énième rencontre avec l'UJFP, notamment sur le cinéma palestinien et israélien, convergent notre regard des cinéastes israéliens et palestiniens sur la situation israélo-palestinienne. Et c'était ça notre thématique avec le Théâtre du Merlan qui était implanté dans le territoire. Et en même temps, je ne sais pas comment ça s'est croisé, 2 informations qu'on a pensé
commune, qu'on allait faire une rencontre pour parler de la position à l'époque des élus socialistes marseillais qui avaient milité aux côtés du CRIF. Voilà. Et ça avait été... Et là, Sylvie Andrieux, évidemment, ce qu'il importait... elle n'était pas du tout attachée au ressenti de ses concitoyens, notamment un certain nombre d'entre eux, malheureusement, qui continuaient à voter pour elle et pour le Parti socialiste, mais de dire, vous allez parler de moi à l'Agora, et notamment mes collègues socialistes, paraît-il, vont venir, je veux y être pour entendre ce qu'ils vont dire de moi. Vous voyez ce qui intéresse nos chers élus socialistes. Et là, je vois quelques personnes, dont Mohamed Ben Saada, qui se lèvent avec ses camarades, et au nom de Quartier Nord, Quartier Fort, et qui, à un moment donné, prennent, par leurs argumentaires, à défaut, Madame Sylvie Andrieux. Et c'est comme ça que je rencontre donc les camarades de Quartier Nord, Quartier Fort, en 69. Et je décide donc de dire, j'ai un engagement au sein d'une structure associative, mais il manque toujours ce volet qui est compliqué à associer quand on est dans un secteur associatif financé par des deniers publics, dont souvent les deniers publics dépendent d'élus qui ont des délégations. C'est d'avoir un espace où on peut militer politiquement au sens large et pas partisan, mais qui peut aussi avoir des formes partisanes, mais en tout cas où on pose la question politique fortement. Et je vais la trouver au sein de Quartier Nord, Quartier Fort. Et on va d'ailleurs, à travers Quartier Nord, Quartier Fort, organiser la première manifestation au sein du Grand Saint-Barthélemy en soutien à la Palestine et aux Gazaouis, enfin les Palestiniens de Gaza, en 2009. C'était la première fois qu'on a, je me souviens, oui, avec le fameux CRAP de l'époque. Donc on a cette première mobilisation et on va continuer ce travail avec la Cité des Flamands, qui est donc au sein du Grand Saint-Barthélemy dans le 14e arrondissement. Et les habitants se mobilisent dans le cadre du programme de rénovation urbaine dont fait l'objet la cité. Et normalement, dans les programmes PRU en rue, la concertation des habitants est un préalable. Sauf qu'à Marseille, on fait toujours comme on veut et que la concertation des habitants, c'est une option extrêmement facultative. Voilà, voire à éloigner au-delà de la périphérie. Et si les gens ne se mobilisent pas, il ne peut pas y avoir de concertation. Il s'agit quand même de leur avenir, de leur cadre de vie, etc. Et là, on va accompagner la mobilisation des habitants, parce qu'ils nous le demandent. Il faut toujours partir de la demande des habitants. Et il y a eu des moments historiques incroyables de lutte avec les habitants. Et un des éléments qui était porté par l'association de locataires des Flamands et des habitants, c'est que dans le cadre du PRU, il y a des rues privées qui appartiennent aux bailleurs, qui vont être rétrocédées à des collectivités. Et c'était l'occasion de rebaptiser des noms, enfin de rebaptiser, puisque ces rues privatisées qui appartiennent aux bailleurs n'ont pas de nom, mais de donner des noms de gens qui ont marqué l'histoire de ce quartier. Et le premier nom qui vient, c'est celui de Lawari Ben Mohamed, qui est un jeune des Flamands qui a été tué en 1981 par un policier, donc le policier Taillefer. Et c'est une façon de marquer les rues de la mémoire des habitants et de ce qui s'est passé. Donc ça, on les a accompagnés dans cette lutte. Aujourd'hui, la cité n'est pas terminée, le programme de rénovation urbaine. Il y a une plaque à titre provisoire qui donc rappelle qui est Lawari Ben Mohamed, qu'il est mort assassiné des violences policières, mais qu'on espère que rapidement, une rue portera définitivement son nom avec une inauguration officielle. L'autre nom, et j'y tiens parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les compagnons de route, quand on mène des luttes dans les quartiers populaires, c'est nos camarades universitaires engagés. Et en l'occurrence, pour les Flamands, c'est Michel Anselme. Pour ceux qui connaissent un peu Marseille, c'est un grand militant, à la fois bien sûr sociologue, urbaniste, et qui a compté dans le premier projet de rénovation urbaine des Flamands dans les années 80, dans le cadre de Plan Banlieue 89, qui œuvrait à l'époque. Ça, c'est extrêmement important. Troisième point de Quartier Nord, Quartier Fort. On reste tout le temps, bien sûr, militant de Quartier Nord, Quartier Fort, parce que la question politique et de la conscientisation politique des quartiers populaires, pour nous, elle est extrêmement importante. Mais elle passe toujours par des combats collectifs. C'est la lutte contre le Front National et les idées du FN.
Voilà, ça c'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, dans le 13e et 14e arrondissement, malheureusement, la mairie de secteur est aux mains du Front National. Voilà, ce que nous continuons. Une petite parenthèse, parce que Armel est là, donc ça va lui rappeler des souvenirs. En 2009, donc, on se retrouve un certain nombre à la fois de militants associatifs, d'habitants des quartiers populaires et de partis politiques, parce qu'on voulait qu'il y ait une convergence des luttes à ces trois dimensions, au niveau de ces trois dimensions. C'était à la fois donc la dimension d'habitants, des quartiers populaires, des acteurs associatifs et des partis politiques. Et là, on a posé un préalable. On a monté un collectif de réflexion et d'action populaire qui a très peu duré, qui est en tout cas, moi, je trouve intéressant à l'époque, une tentative de créer une entité politique militante sur les 13e et 14e arrondissements. Avorté, je dirais pourquoi. Et c'est des écueils qu'il faut absolument qu'on prenne conscience quand on milite dans les quartiers populaires. Qu'il faut savoir faire placer l'intérêt général avant nos intérêts particuliers, y compris de parti. Vraiment, ce qui nous construit, c'est l'intérêt des habitants des quartiers populaires et pas soi-même. Donc on a cette tentative on avait dit tous les partis politiques oui, mais à la gauche de la gauche. On avait repris l'expression de Pierre Bourdieu, donc évidemment pas le Parti socialiste. On s'était retrouvés avec effectivement les alternatifs, les Verts, de mémoire, le Parti communiste, le Parti de gauche et le NPA à l'époque. Voilà. Et quartier nord, quartier fort. Et quartier nord, quartier fort. Et voilà. Et quartier nord, quartier fort, rouge vif, avec voilà, rouge vif, ensemble, bien sûr, rappelez-le, ensemble, quartier nord, quartier fort, on était des habitants des quartiers populaires et des associations de quartier, et quartier nord, quartier fort, à la fois militants associatifs avec un volet politique marqué, et puis avorté, parce qu'au moment où on se mettait d'accord qu'aux prochaines municipales, on dégagerait une liste commune. On s'était mis d'accord avec les différents appareils politiques et les acteurs associatifs et les habitants des quartiers populaires, avec ce qui se dégageait en tout cas à l'époque, une personne qui serait tête de liste, c'était Mohamed Ben Saada à l'époque. Puis on reçoit par mail, ce qui n'est pas très élégant entre camarades, un mail d'un des partis que je ne citerai pas là, parce que nous devons rester camarades sur les luttes qui nous attendent et qui sont là, et celles qui vont nous attendre très prochainement, et qui nous fait comprendre que dans son parti, on lui a dit d'y aller seul. Voilà. Donc toute cette tentative a été avortée, et c'est bien dommage. Tu dois te souvenir qui c'est, sinon on en parlera en aparté, mais ça a été quelque chose, on l'a vécu... En plus, cette personne nous demandait de le soutenir, puisqu'il se présentait à la municipalité 13-14, au cantonal, 13, sur le secteur, et de le soutenir alors qu'on avait créé tout ce travail pour être dans un peu comme Marseille précédemment. Voilà, qui était vraiment, c'était sur cette base-là qu'on avait construit cette entité politique et associative et militante pour porter un combat sur les cantonales. Je fais vite, donc je voulais en parler. En 2013, combien ? 2 minutes, ça va être rapide alors. 2 minutes, le collectif des quartiers populaires de Marseille et environ, qui est créé en 2013 jusqu'en 2015, qui est extrêmement important. Il y a le énième assassinat de jeunes en 2013 qui est lié au trafic. Alors nous, on ne dit pas règlement de compte, comme le traitent les médias et les politiques, on préfère parler d'assassinat, parce que souvent ces jeunes, on les connaît, ou on connaît leur famille, ou indirectement, et on préfère parler d'assassinat parce que le mot est moins violent que règlement de compte, et quand on dit assassinat, il y a une forme d'empathie que n'ont pas forcément les gens quand on parle de règlement de compte, et on voulait aborder cette question là-dessus. On crée le collectif des quartiers populaires de Marseille et environ en septembre 2013, et on présente les 101 propositions. Le 3 décembre 2013, c'est un choix, c'est les 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et ce qu'on met en exergue, c'est que la question de l'égalité des droits dans ce pays, 30 ans après, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée entre Français et immigrés, mais elle n'est pas réglée même au sein de la communauté française. Et que ça, c'est un vrai scandale. Et puis, malheureusement, des écueils, peut-être qu'on abordera au sein de l'échange, fait que ce collectif perdurera 1 an et demi, 2 ans jusqu'en 2015.
et que la question des échéances électorales est une vraie question. Quand on fait partie d'un collectif qui pose des questions fortement politiques, ça pose des soucis. Voilà. Comme on a eu dans le cadre du CRAP, on l'a eu aussi dans le collectif du quartier populaire de Marseille et environ. Beaucoup d'entre nous, on est resté un peu sur notre faim et on a décidé en mai 2018 de créer le syndicat des quartiers populaires de Marseille, dont je suis un membre cofondateur, au même titre que Mohamed Ben Saddam. Et parmi la salle, il y a des gens, dont notre camarade de la France Insoumise, Anifat Aguelmet, Mylène Frappa qui est là, et derrière au fond, notre collègue de Quartier Nord, Quartier Fort, mais en même temps membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, Soraya Gendouz Arabe qui est là. Très rapidement, mais on y reviendra, les luttes, on les a menées toujours à la demande des habitants. Parce que s'il n'y a pas de demande des habitants, c'est très compliqué. La cité Herbel, mais vous en avez entendu parler, puisque voilà. Oui, la crèche de la Busserine, qui était depuis 10 ans gérée par la Fondation d'Auteuil et qui allait être fermée. Bon, je ne reviens pas sur les petits détails, mais on se bat pour que cette crèche, qui est née de la mobilisation des habitants, dans le cadre des luttes menées par les habitants du Grand Saint-Barthélemy dans les années 80, pour répondre à une forte demande de femmes qui voulaient travailler, mais qui cherchaient des modes de garde d'enfants pour leurs enfants, qui est une réalité toujours à la fois partagée au niveau par l'ensemble de nos concitoyennes marseillaises et particulièrement dans ces quartiers populaires. Donc la fermeture et la disparition de cette crèche, ce n'est pas possible. Les salariés de McDonald's, je ne vais pas revenir là-dessus, et un peu la Maison Blanche, mais là on a été sollicité après coup, mais là nos camarades de Maison Blanche mènent cette lutte et ça c'est très bien. Pour moi je vais finir sur 2 choses. Je vais très vite parce qu'on a peu de temps et que l'échange doit primer. Pour moi il y a toujours 2 questions fondamentales qui traversent totalement cet engagement et les luttes que j'ai pu mener avec mes camarades. C'est la question effectivement de la lutte pour l'égalité des droits qui reste une question toujours centrale et d'actualité malheureusement dans les quartiers populaires. Avec en creux, pour la partie des habitants des quartiers populaires issus des anciennes colonies, en creux la lutte contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les habitants des quartiers populaires issus des anciennes colonies. La deuxième, qui est une question pour moi toujours ouverte, c'est quel est le réceptacle politique pour prendre en compte les revendications des habitants des quartiers populaires. Alors évidemment, le PS qui l'a été, mais qui a été un fossoyeur des quartiers populaires, hold-up de la marche de 83 au profit de SO racisme et d'un clientélisme forcené. Mais je ne reviendrai pas là-dessus, mon collègue Adil l'a très très bien expliqué. Le Parti communiste français, qui a été pendant longtemps, jusque dans les années 80, le parti présent, et qui, à mon avis, je l'ai dit à mes camarades communistes, et je le dis aussi avec beaucoup d'affection, mais je pense qu'à un moment donné, ils n'ont pas su tendre la main aux jeunes garçons et filles issus de l'immigration postcoloniale. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait, dans ce cadre-là, dans les années 80 et 90, de renouveler à la fois leur électorat et leur cadre politique. Ils ont fait un autre choix. Je vous renvoie à un livre très bien écrit par le sociologue qui s'appelle Olivier Masclet, M-A-S-C-L-E-T, qui, grosso modo, le titre, vous chercherez, c'est le rendez-vous manqué de la gauche avec les enfants issus de l'immigration, et qui montre qu'ils ont fait des choix à l'époque et qu'aujourd'hui, ils sont en train de payer, malheureusement, et qu'on a du mal, même dans ces partis politiques, à trouver sa place. C'est toujours une place en périphérie, et il faut qu'on interroge pourquoi on n'arrive pas à avoir des places parfois centrales dans des partis qui ont fait aussi de leur combat la lutte contre le racisme, l'égalité des droits, les quartiers populaires. Il y a une question que je pose. Évidemment, le NPA, la question du foulard a été une fracture pour nous, parce que moi j'ai été membre du NPA. La France insoumise, qui a l'air de s'intéresser à cette question. En tout cas, moi qui est communiste insoumise, j'en suis fort contente. Je mets un petit bémol sur effectivement comment j'aurais souhaité que le FQP et Saïda Bouamama soient invités aux universités d'été de la France insoumise, et je déplore que malheureusement cette invitation n'a pas été honorée. Évidemment, il y a une autre forme de réceptacle politique, à défaut. Il en a parlé, c'est ce que fait aujourd'hui le Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, c'est l'auto-organisation politique. Voilà, donc c'est vraiment des questions sur lesquelles il faut absolument réfléchir. On m'a demandé de terminer sur la dimension européenne. J'ai un peu de mal, mais je trouve que ça peut être un atout pour les quartiers populaires. Mais je ne maîtrise pas cette question. Je pensais que peut-être Bernard serait là, il aurait pu faire le lien entre les quartiers populaires et l'Europe.
Moi, juste une petite anecdote et je terminerai là-dessus. Dans les années 90, j'accompagnais un groupe de jeunes rappeurs dans le cadre des cultures urbaines d'un échange avec des pays européens. C'était notamment l'Allemagne, à Berlin en Allemagne, donc, et à Saint-Pétersbourg avec les Russes. Et nos jeunes Français qui échangeaient dans le cadre des cultures urbaines avec leurs camarades et concitoyens européens, ils ont fait pour la première fois, ils me l'ont dit, l'expérience de l'identité française positive hors hexagone, ça c'était en Europe. Parce que là-bas, c'était pas des Français d'origine comorienne, des Français d'origine maghrébine ou des Français dont on interroge toujours leur allégeance à la France, mais c'était des Frenchies. Voilà, c'était des Français. Et ça, c'était vraiment pour eux sortir de la France, pas de la France, parce que la France est un très beau pays, mais la France telle qu'elle est construite, en Europe, ils trouvent une identité européenne qui les réconcilie à la fois avec l'identité française, mais aussi l'Europe comme un espace qui peut effectivement les reconnaître comme des citoyens à part entière. Voilà. Je vais rapidement essayer de conclure et pour qu'on puisse entamer sur le débat. Le débat va être lancé de toute manière. Donc juste 2 mots pour mettre en exergue quelque chose que Karima a dit et qui me semble extrêmement important, qui est, d'un point de vue sémantique, la pérennité, la dimension de pérennité et de viabilité des modèles qui sont employés. Comprenez bien que quand on parle de quartier populaire, pour certains, et on n'en a pas parlé ici, mais il y a une dimension, et nous on le connaît tous, il y a une dimension clivée. On a les quartiers d'un côté, les quartiers sensibles, les ZUS, les US, et les quartiers sensibles qui sont séparés avec les quartiers villages. Le quartier où tout se passe bien et où tout le monde devient solidaire, on enrichit les relations en interne, il y a de la solidarité, il y a des commerces, le quartier vit par lui-même et est magnifique. Comprenez bien cette séparation sémantique qui est extrêmement importante parce que c'est là où aussi on peut opérer, c'est là où on voit aussi l'effet néfaste du libéralisme. Et c'est là où je conclurai pour faire une petite ouverture sur l'Europe et la logique européenne. Comprenez bien, il s'agit des politiques libérales. Les politiques libérales mènent à quoi? Elles mènent à la séparation, la compétitivité, et ces logiques libérales, ces politiques libérales sont menées, appliquées principalement par quoi? Par l'Union européenne et par les traités européens qui nous les imposent. Et donc, elle nous mène où? Elle nous mène vers l'individualisation et la ségrégation. La ségrégation, j'utilise le terme à escient. Donc, il s'agit de comprendre qu'il y a actuellement un déséquilibre planétaire qui émerge de ce type de politique et que ce déséquilibre a trait plus spécifiquement à la répartition folle du travail et des richesses actuellement, et ces inégalités qui sont amplifiées encore plus par les contraintes écologiques et les dégâts climatiques, la situation climatique actuelle et sociétale. Et donc, il faut bien nous dire que actuellement, dans la logique actuelle des choses, nous allons droit dans le mur. Et voilà, je terminerai sur ça, et nous allons rentrer dans la logique des débats.